Il n'y a pas de fait générateur, il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est quoi? Jusqu'à présent, on est dans une économie de l'écosystème audiovisuel qui est relativement solide et avec des sous-jacents qui sont relativement incontestés. Donc la filière s'organise pour se partager la valeur entre les différents maillons de notre chaîne de valeur, et ça fait 30 ans que c'est organisé comme ça. Aujourd'hui, sous différentes impulsions, des impulsions technologiques, des impulsions concurrentielles, des impulsions réglementaires, ce qui est en jeu, c'est la valeur du secteur, c'est l'économie globale du secteur, c'est pas le partage de la valeur entre nous. Et donc, cette prise de conscience fait qu'on se rend compte qu'on a intérêt, globalement, à se réunir sur les sous-jacents, sur les grands piliers, les murs porteurs qui constituent la valeur de notre secteur pour la protéger et la faire prospérer avant que de penser à sa répartition. Les moyens, en réalité, ils sont assez considérables parce que ce qui est convenu, c'est que l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des membres de la filière, aujourd'hui il y a 10 grandes institutions ou groupes qui sont membres de la filière, mettent en commun leurs moyens pour aller pousser nos objectifs communs. Et il nous semble que c'est plus efficace que d'aller recréer des technostructures. Le leadership sera vraiment exercé par les 10 dirigeants des organisations ou groupes, et donc ça aura probablement plus d'impact aux initiatives communes. L'idée générale qu'on a, c'est de créer de la compréhension de l'ensemble des parties prenantes qui ont un impact sur notre secteur, et en particulier les régulateurs et les législateurs, sur les fondements de la création de valeur de notre secteur. Ce qu'on veut, c'est amener de la visibilité sur l'impact économique, sur l'impact culturel et sur l'impact de souveraineté de notre secteur économique, de manière à pouvoir guider les décisions des régulateurs et du législateur dans la création du cadre qui structure l'économie de notre secteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir une approche par étude, analyse, livre blanc. Et donc la première étape, c'est ce que Delphine Ernotte annonçait lors de la création de la filière, c'est un grand livre blanc qui va mesurer l'impact économique de l'ensemble de notre secteur et identifier les sous-jacents qui sont les piliers de la création de valeur du secteur qu'il faut absolument protéger, solidifier, voire faire prospérer. On a bien en tête qu'on va travailler sur 2 plans, à Paris, comme on l'a toujours fait, cette fois-ci de façon structurée autour des objectifs communs que je viens de dire, mais davantage aussi à Bruxelles, et avec la même approche, en essayant d'éviter d'avoir une approche singulière, individualiste, mais d'arriver avec une approche transparente, analytique et commune pour pouvoir avoir un impact. Si, il y a non seulement un déficit, et il y a aussi une grosse asymétrie, parce qu'on voit très bien que les groupes mondialisés investissent des ressources considérables et complètement disproportionnées par rapport à ce qu'on fait nous à Bruxelles pour aller façonner l'agenda de la Commission. Donc on a bien conscience qu'il va falloir qu'on y investisse plus de temps, plus d'intelligence au sens de matière grise. Et question se posera d'ailleurs de notre capacité à coaliser nos efforts avec celle d'autres grands pays en Europe. Déjà, il faut que la dynamique commune entre les organisations et groupes qui constituent la filière prenne, et qu'on arrive à parler d'une seule voix, ce qui n'est pas une mince ambition vu l'historique. Deuxièmement, il y a le fait que de nouveaux membres nous rejoignent. Aujourd'hui, on a une liste d'attente qui est très importante, donc on va probablement agréger d'autres énergies au-delà des 10 membres fondateurs. Et troisièmement, avoir créé de la transparence et de l'adhésion et de la convergence de vue sur les grands sous-jacents de la création de valeur de notre secteur, qui doivent être des intangibles. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il faut que ce pays et nos décideurs publics considèrent l'audiovisuel comme un investissement et pas comme une dépense. Il faut qu'ils arrêtent une logique de coup de rabot pour se concentrer sur les sous-jacents qui vont créer de la valeur pour l'ensemble de notre économie et pour l'ensemble de notre pays. Nous, notre aspiration essentielle, c'est ça. C'est que les pouvoirs publics considèrent et constatent que l'audiovisuel, c'est un investissement pour le pays qui est extrêmement rentable en termes économiques, en termes culturels et en termes de souveraineté, et qu'on ne doit pas considérer ça comme sujet à coup de rabot perpétuel qui ne mène à rien.
Delphine Ernotte, peut-être la filière audiovisuelle, ça a été présenté clairement comme une impulsion aux données par TF1 et par France Télévisions. Donc du coup, pour prolonger ce propos de Rodolphe Belmer sur à la fois donc cet objectif dans votre plateforme, et il y a forcément quand même des choses qui arrivent les plus vite dans le calendrier, ce qui se joue à Paris, mais ce qui se joue à Bruxelles aussi, et peut-être effectivement ce déficit de présence qu'il y a eu de la France, et du coup ce qui peut faire que dans 6 mois, dans 1 an, on considère que l'AFA c'est une réussite, c'est un succès. Alors, tout d'abord, bon, évidemment, je partage tout à fait les points de vue et les objectifs que nous avons en commun avec l'AFA et Rodolphe en particulier. Je voudrais revenir sur un point qui est notre puissance de lobbying, la puissance française de lobbying. Rodolphe a totalement raison quand il dit que le rapport de force est inégal et que les GAFA ont une puissance de lobbying qui n'a rien à voir avec la nôtre. C'est exact. Néanmoins, je voudrais quand même rappeler le rôle que la France joue dans cette exception culturelle et dans la défense de cette exception culturelle, dans la défense du droit d'auteur notamment en Europe. Il est important et on a dans le passé gagné ces combats. Autre exemple, en tant que présidente des télévisions et radios publiques européennes, on a une présence à Bruxelles assez forte. Et c'est grâce au lobbying de l'UER que vous avez dans la directive SMA cette petite phrase qui dit « mise en avant des services d'intérêt généraux » qui ont donné lieu à l'application de cette directive, la transposition de cette directive en France et la décision de l'ARCOM, qui était un des sujets de la table ronde précédente. Donc, il y a quand même des choses qui ont été faites. Là où Rodolphe a raison, c'est qu'il faut qu'on continue à s'agréger, parce qu'en effet, on n'a pas les mêmes moyens et on les aura jamais. La même puissance de feu économique, voilà. Donc il faut qu'on soit de plus en plus d'accord. On arrive à s'accorder entre services publics parce qu'au fond, voilà, c'est plus simple. Là où Rodolphe a raison, c'est qu'il faut qu'on aille au-delà et qu'au niveau européen, on agrège l'audiovisuel au sens large. Ça, c'est exact. Une forme de crainte quand même qu'exprimait effectivement Christopher Bellelli tout à l'heure, c'était le fait que l'agrégation au sens business entre guillemets du terme, vous qui hébergez maintenant les contenus d'Arte, de France Média Monde et des chaînes parlementaires, M6 avec ceux de Pluto, à date, etc., renforce en quelque sorte le déséquilibre entre les leaders et les petits. C'est un point d'attention ou c'est... Alors, ce qui était dit tout à l'heure était parfaitement exact, mais moi, ce qui m'angoisse, c'est pas l'agrégation, c'est la désagrégation, en réalité. Parce que le risque, et notamment avec des intelligences artificielles toujours plus puissantes, c'est qu'au fond, les différents pays financent de l'information, financent des contenus, et tout ça soit récupéré pour rien du tout, et refabriqué, reboutiqué, et donne lieu à des choses extrêmement... qui seront vendues par d'autres, sans modèle économique reversé ni aux auteurs, ni aux producteurs, ni aux éditeurs que nous sommes. Donc, c'est vrai que les formes d'agrégation posent question, mais je pense que le danger existentiel des médias nationaux, c'est la désagrégation par les grandes plateformes. Et c'est là-dessus qu'il faut lutter. Le fait de mettre en avant toutes ces règles, la mise en avant des services d'intérêt général, essaie de concourir à freiner cette désagrégation, mais on voit que l'IA générative va en rajouter une couche. Qu'est-ce qui empêche demain, par exemple, comme on sait que tous nos sujets sont absorbés par les différents IA, même si on leur interdit, bon, qu'est-ce qui les empêche de le faire? Pas grand-chose. Qu'est-ce qui empêche demain une chaîne d'infos automatique? Rien, en fait. Ça aurait été payé par les différentes rédactions, les différents médias locaux, et le fruit sera ailleurs. Et ça, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est déjà possible aujourd'hui. Alors on va revenir tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, en particulier avec Cécile Weber, puisque comme souvent, la musique a un temps d'avance dans le bon et dans le moins bon, c'est-à-dire y compris dans les exploitations, dans les dangers. Sur les services d'intérêt généraux, d'une certaine manière, maintenant, l'ARCOM a fait le boulot, entre guillemets, en prescrivant cette application TNT.
Maintenant, c'est un peu aux éditeurs d'avancer ensemble sur le projet. Est-ce que ça avance? Point d'interrogation. Oui, on discute pas mal ensemble. Je voudrais juste faire une petite remarque. Donc cette directive SMA va être rediscutée à Bruxelles. Donc en fait, ce qu'on est en train de discuter là peut être remis en question demain. Donc la première chose, et Rodolphe parle à raison du lobbying bruxellois, ça va être quand même d'influer positivement pour nous sur la nouvelle directive SMA. Parce que sinon, tout ce qu'on est en train de discuter ensemble, de travailler ensemble, de mettre en place, peut être totalement balayé avec cette nouvelle directive. Donc on a un enjeu, là, on n'a pas fini d'adapter la première, que déjà la seconde va arriver. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Guillaume, peut-être sur ces sujets enfin, à la fois d'agrégation et donc de dispositifs mis en place par l'ARCOM pour regrouper la TNT, et puis sur le sujet des asymétries réglementaires, notamment en matière publicitaire. Est-ce que c'est deux points de focalisation pour M6? Oui, je pense que la table ronde précédente a montré qu'il y avait encore une concurrence saine dans le secteur, donc ça c'est plutôt rassurant. Et je vous rassure, c'est pas parce qu'on est membre de la filière que tous les jours on va pas se faire concurrence. Donc le fait d'être dans une filière commune de défense de certains intérêts, voilà, n'est pas le signe d'une baisse de concurrence, loin s'en faut, dans le domaine de l'audiovisuel. Nous, je pense que pourquoi on a souhaité aussi rejoindre cette filière, c'est parce que le phénomène de consolidation dont Nicolas parlait juste avant, il est quand même mondial. Et je veux dire, en France, on s'émeut un petit peu d'envisager des consolidations. Il y a eu des projets de fusion qui ont été avortés ou qui ont été interdits. Pour autant, si vous regardez dans le monde, voilà, les méga fusions, qu'elles soient horizontales, qu'elles soient verticales, on voit bien que se constituent des énormes groupes qui étaient déjà énormes avant, parce qu'il y a 20 ans, il y avait déjà des énormes studios américains. Vous regardez maintenant, il y en a de moins en moins parce qu'eux-mêmes se consolident, parce qu'ils font face à une concurrence technologique, une concurrence mondiale, une concurrence chinoise, que sais-je. Donc nous, petits acteurs français ou européens, évidemment, on doit aussi se défendre. Je crois d'abord c'est vraiment l'intention qui est indiquée là, c'est pour le bien de la création et de l'information. Je pense que c'est quand même une spécificité très française et très forte des médias locaux. Nous, on le dit très souvent pour M6, si vous regardez, on fait de la fiction, on fait du documentaire, on fait de l'information, on fait beaucoup de choses que finalement, fort heureusement je dirais, pour le moment les plateformes, les réseaux sociaux, soit ne font pas du tout, soit ne font pas très bien. Donc nous, on a souhaité vraiment s'associer pour défendre véritablement le volet recettes. Je pense que c'est très important, le volet recettes, parce que la création, ça se finance, et ça se finance par différentes sources de recettes, soit des recettes fiscales ou autres, ça évidemment, nous, on n'est pas concernés, mais évidemment des recettes publicitaires. Et dans ce domaine-là, je crois que TF1, M6 et puis ceux qui nous rejoindront, on est alignés pour dénoncer des asymétries qui durent depuis des années. En début de matinée, Gauthier Piquet appelait une sorte de choc de simplification sur la publicité. Il disait avoir comptabilisé 420 règles législatives ou réglementaires qui restreignaient les possibilités ou qui encadraient la publicité, soit en fonction du secteur, en fonction de la population ciblée, tout ce qui est autour de la pub pour les enfants, enfin bref, des interruptions. J'en passe et des meilleures. C'est ça la première étape, enfin, parce que ça serait aussi une manière de résoudre l'asymétrie. C'est soit on tire tout le monde vers le haut, soit, enfin bref. Alors nous, très sincèrement, dans une démarche responsable, je veux dire, on accepte, on a des conventions, c'est aussi on accepte des règles. Je pense que ça c'est aussi très bien et c'est normal qu'il y ait des règles, protection de l'enfance ou autre. Ça, évidemment, on ne remet pas en question ce type de choses, mais c'est vrai qu'on a parfois des réglementations qui datent peut-être d'un autre temps et surtout qu'on ne peut pas faire appliquer aux autres. Donc là, c'est là l'enjeu principal. Aujourd'hui, l'asymétrie, elle ne vient pas nécessairement du fait qu'on ne réglemente pas assez en France. Je crois qu'on est très très bien réglementé en France, peut-être un peu trop parfois, mais en tout cas on l'est très bien. Mais c'est qu'il y a des gens qui échappent évidemment à cette réglementation. Donc c'est ce sur quoi nous devons nous battre. Et je le dis quand même, il y a aussi des règles qu'il faut parfois peut-être simplifier. On a réussi il y a quelques années, je prends un autre exemple, c'est les jours interdits en cinéma. Donc on n'avait pas le droit, vous savez, de diffuser le samedi et le vendredi du cinéma sur les chaînes de télévision.
à l'heure de Netflix, de YouTube et autres, enfin, ça paraissait d'un autre âge. Ça a changé. Moi, je le dis, le vendredi, il y a beaucoup de cinéma maintenant sur M6 qui n'existait pas avant. Ça a ouvert une case. Donc, on n'a jamais autant diffusé sur M6 de films que depuis que cette règle a été changée. Je remercie d'ailleurs ceux qui ont contribué à le faire. Donc on voit bien qu'un assouplissement sans être dans une déréglementation à outrance permet quand même une création de valeur qui peut être bon pour l'ensemble de la filière. Et du coup, je veux prolonger ce qui n'a pas été exprimé, c'est que quand on regarde la fréquentation des salles, aujourd'hui, ça n'a pas eu d'effet de baisse drastique de la fréquentation. Le Covid a été plus pénible de ce point de vue. Et donc, le fait qu'on puisse voir des films tous les jours à la télévision. Donc, en tout cas, sur la publicité, si j'essaie de faire le lien entre ce que disait Delphine Ernotte tout à l'heure et ce que vous disiez à l'instant, sur la révision de la directive SMA, il pourrait y avoir à la fois un sujet, préservation de l'existence, c'est ce que vous disiez, Delphine, tout à l'heure, notamment sur tout ce qui est dispositif SIG, et puis en profiter pour rajouter peut-être certaines contraintes, ou en tout cas mettre les plateformes sur certains aspects sur la même pied que les Et sur le SIG, nous, on y est très favorable, comme notre ancien président, dans la mesure où... je pense que c'est très important. Ce dont on a peur, c'est l'invisibilisation de la télévision. Voilà, il faut être quand même... On est des médias responsables, très responsables, réglementés, qui respectent des règles, qui font de l'information de qualité. Je pense que ça, tout le monde, j'espère, s'accorde pour le dire. Et on a un vrai risque, voilà, dans des domaines digitaux, on va dire non réglementés, ou en tout cas où il n'y a pas une protection des services d'intérêt général, parce que c'est comme ça dont on parle, finalement, on ne trouve plus la chaîne. C'est ça qui peut arriver. On ne trouve plus BFM, on ne trouve plus M6, on ne trouve plus France Info. Voilà, ça nous pose un vrai souci, et je pense que c'est aussi une démarche citoyenne de le permettre. On continue. Delphine, vous vouliez réagir d'un mot ? Non, je voudrais juste rebondir 2 secondes sur ce que vient de dire Guillaume, qui est très juste. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas. On a l'impression que quand on milite pour les médias que nous sommes, on milite pour nous-mêmes. En réalité, il faut quand même redire que les médias au sens large, la presse, les médias, les mass médias que nous sommes, la télévision, c'est en France aujourd'hui un peu le seul moyen de continuer à fabriquer du commun. En ça d'ailleurs, on a partie liée avec les hommes et les femmes politiques qui eux aussi fabriquent du commun. Je dis juste que si on arrête de fabriquer du commun, et je n'oppose pas le commun aux particuliers, on est ravis de retrouver notre environnement propre sur nos apps, etc. Donc je ne l'oppose pas, mais si un jour il n'y a plus de commun, je pense que ça va poser un problème à tout le monde dans la salle. Pas que nous, on n'existera plus, certes, mais ce serait le moindre mal, je dirais. Je pense que le mal le plus fort, c'est que qu'est-ce qui nous rassemblera, qu'est-ce qui nous liera, qu'est-ce qui fera les conversations communes le dimanche autour de la table familiale. C'est quand même une vraie question de société qui nous concerne tous, au-delà même de l'audiovisuel. Juste, je voulais rajouter ça. Merci. Alors, une partie de ce qui fait commun, c'est aussi les programmes dont on parle, comme vous disiez à l'instant, Delphine. Ce qui me permet de me tourner vers Iris Buchet, puisque vous êtes présidente de l'USPA et de Quad, enfin Quad à titre professionnel, USPA à titre associatif ou syndical. Ce qui est frappant, c'est que dans les 7 objectifs de l'AFA, il y en a 3 qui vous concernent. Alors là, très directement et de manière très, très opérationnelle: garantir l'autonomie budgétaire et les missions du CNC, assurer la pérennité du régime des intermittents, préserver les dispositifs de crédit d'impôt. Est-ce que vraiment on est dans un moment de menace sur ces différents aspects ? Absolument, oui. Tout est remis en question, tout est discuté, et ce qui en soi n'est pas un problème. Mais par exemple, le statut d'intermittent, c'est une particularité française que tout le monde nous envie, sur laquelle est bâti notre système même de financement, en dehors d'autres éléments de financement. Mais si on n'a plus l'intermittence, je ne saurais pas comment faire, en fait, je ou nous tous, producteurs. Parce que c'est un système qui permet une souplesse pour les tournages qui est nécessaire. Le CNC, c'est une source de financement absolument incontournable. Et en plus, je voulais revenir sur quelque chose que disait Rodolphe et que je trouve très importante, j'ai vraiment envie de souligner. Nous sommes une industrie, nous sommes un acteur majeur du monde économique et politique.
L'audiovisuel, c'est à peu près 300 000 emplois en France. Quand on tourne à Paris ou en région, il y a des retombées économiques absolument colossales, pardon. Et donc tout ça va ensemble, c'est un cercle vertueux d'avoir un système, le CNC, qui soutient à la fois avec le compte automatique ou le sélectif et le crédit d'impôt la production de fiction, de documentaires, de spectacles vivants, d'avoir le statut d'intermittent. On est au cœur du réacteur. Si on touche à ça, et il y a des voix qui s'élèvent et qui, notamment autour de l'intermittence, à dire c'est des saltimbanques qui profitent du système. On est loin de ça aujourd'hui. Il y a eu tellement de réformes qui ont été faites. Pour avoir ces 507 heures, il faut travailler. Et c'est pas un système de chômage qui permet aux gens de travailler un peu comme ça de temps en temps quand ils en ont envie. Pas du tout. Nous sommes des gens sérieux. Nous ne sommes pas des saltimbanques. On fait des films, oui, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un produit qui s'inscrit dans une industrie. Ma question tout à l'heure, c'était aussi, encore une fois, voyant que vous y avait ces 3 aspects qui étaient listés dans votre plateforme, et qu'en principe, ceux que vous avez privilégiés, ça correspond plutôt à des points chauds, enfin, ou à des points d'attention. Ça, si vraiment aujourd'hui, il y avait une menace de remise en cause. Alors, sur le CNC, il y a eu Le la CNC, ponction. il y a la ponction qui est passée de 450 à 650 en un claquement de doigts. Donc il faut quand même alerter et lutter pour que ça ne devienne pas une sorte de variable d'ajustement. Sur les crédits d'impôt, par exemple, lisais hier que le Danemark, qui était le seul pays d'Europe à ne pas en avoir, ça y est, en introduisait un. Donc là encore, est-ce qu'il y a vraiment une tentation de remettre en cause ces mécanismes-là ? On a plutôt l'impression que de ce point de vue, ça fait tache d'huile et maintenant ça devient universel. Il ne faut pas attendre que ce soit trop tard, hein. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc il y a un autre mot que j'utilise souvent, c'est la pédagogie. Il faut faire de la pédagogie autour de l'importance des crédits d'impôt. Il faut expliquer notamment au pouvoir public, aux parlementaires, à quoi ça sert, pas que pour nous, à quoi ça sert pour le pays. Et donc, si même maintenant le dernier pays en Europe s'y est mis, parce que tout le monde a compris que c'est je me répète, cercle vertueux, parce que c'est de l'argent qui est investi et qui fait des petits, qui redevient argent en fait. Et dans ce cas-là, il vaut mieux en parler aujourd'hui plutôt que d'attendre un coup de tonnerre qui peut arriver à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Alors, dans le jour de la présentation de la fin, quelqu'un a parlé de YouTube comme étant l'éléphant dans la pièce, et ça renvoyait à la possibilité, à la façon de faire contribuer YouTube et d'autres plateformes de partage de vidéos, ceux qui ont le statut d'hébergeur, à la création. Vous avez, au-delà de la position de principe, il y a des manières sur la manière de faire, quoi, et la façon de les entraîner dans ce cercle. Je pense déjà, on sera tous d'accord pour dire que c'est normal, en fait. C'est un acteur étranger qui arrive sur un territoire, qui profite de ce territoire et qui ne participe pas, ou en tout cas pas suffisamment à la création notamment. Donc je n'ai pas la compétence technique pour dire comment on peut réglementer YouTube, parce que c'est un hébergeur, effectivement, mais il faudra quand même trouver des mécanismes, des solutions. Delphine, vous vouliez rebondir tout à l'heure ? Non, il me semble. Non, je voulais simplement souligner qu'il y avait une initiative qui est en cours dans le cadre de France 2030 pour construire des studios en France, qui est une très bonne initiative parce qu'on est un peu en retard par rapport à d'autres grands pays comme l'Angleterre. Il faut faire attention aux coups de frein. Parce que c'est une industrie, comme le dit très justement Iris, qui prend de l'élan. Entre le moment où on décide d'un film ou d'une série et le moment où il est à l'antenne, il y a plusieurs années qui s'écoulent. Donc il y a aussi besoin, pour notre secteur, d'une forme de stabilité des règles. Se reposer la question sans arrêt du crédit d'impôt, ça met à mal en fait des décisions qu'on a pu prendre un an auparavant. Et ça, c'est aussi important de l'éclairer pour tous nos décideurs publics, pour qu'ils comprennent qu'on met peut-être plus à risque que ce qu'on va gagner immédiatement. Voilà. Oui, c'est ce que j'appelle la pédagogie. En fait, c'est très vrai ce que dit Delphine. Si aujourd'hui on lance un projet avec les règles du crédit d'impôt qui sont en place et qui nous permettent d'avoir une visibilité sur le budget potentiel de ce projet, et si dans un an ça change,
Et on tourne dans 1 an et demi. Et ça, quand je dis 1 an et demi, en fait, c'est pas du tout loin. C'est plutôt 2 ans. Entre le moment où vous avez une idée, vous arrivez à vendre cette idée à une chaîne ou à une plateforme, et le jour où vous dites moteur, c'est 6 x 52, 8 x 52, c'est 2 ans de travail. Il ne faut pas l'oublier. J'entends bien, mais si vous ne pouvez pas rester juste 24 heures en arrière, hier matin dans le Figaro, vous pouviez lire une interview, notamment dans laquelle la patronne des contenus Netflix disait qu'ils allaient passer de 5 à 8 séries françaises dans les 12 à 18 mois. Hier après-midi, l'ARCOM, et je salue Roch-Olivier Mestre, qui conclura cette matinée, a publié des chiffres qui sont assez spectaculaires. 350 millions investis dans la création en 2023, donc cinéma et audiovisuel confondus, dont 250 millions de mémoire pour simplement. À court terme, on n'a pas l'impression que, y compris les studios qu'on va construire, Delphine, sont menacés d'être vides. Il y a plutôt, d'ailleurs, je crois, ce qui ressortait de l'étude, plutôt un risque à court terme, peut-être, de surchauffe et d'effet inflationniste. Moi, je ne voudrais pas qu'on parle des plateformes uniquement à propos de la production de contenu. Il y a aussi pour moi un problème par rapport à la monétisation des contenus. On a des acteurs mondiaux aujourd'hui, comme YouTube, dont on peut admirer la façon dont ils ont mis la main mise sur l'énorme majorité. Ils ont une part de marché en publicité digitale qui est monstrueuse. Ils ont un terrain de jeu qui est mondial, ce qui leur permet d'avoir une monétisation qui n'est pas du tout équivalente à celle qu'aujourd'hui nos grands télédiffuseurs ont. Et il y a une vraie rupture entre le linéaire, la monétisation du linéaire, et la monétisation du délinéarisé. Et si aujourd'hui on veut vraiment pouvoir concurrencer aussi ces plateformes mondiales, il faut que nos acteurs de l'audiovisuel français soient capables d'avoir un délinéarisé qui soit aussi puissant que ces plateformes-là. Alors je ne parle pas automatiquement de la puissance géographique, mais au moins qu'on soit à terrain égal quand il s'agit de faire de la monétisation. Or, quand on a la France et, disons, le bassin francophone comme terrain de jeu, on ne peut pas se permettre d'avoir des tarifs aussi bas en monétisation aujourd'hui des contenus. Ce que vous dites, en fait, c'est que YouTube et d'autres plateformes sont presque dans une forme de prix prédateur. Mais complètement. Complètement. Et moi, je peux vous dire aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, Philippe, qu'effectivement, la musique est souvent précurseur, alors pas toujours pour les bonnes expériences, effectivement, le piratage, le digital. Mais en attendant, si on devait uniquement vivre du digital gratuit, c'est-à-dire de plateformes monétisées comme YouTube, je vous le dis tout de suite, la création est morte. La chance que nous avons, nous, dans la musique, c'est que nous avons le live et nous avons des acteurs aujourd'hui, effectivement, encore puissants en France de l'audiovisuel. Mais le digital seul ne suffit pas. Et surtout, le digital seul, financé par la publicité. D'accord. Mais j'entends du coup, à propos de YouTube, finalement, beaucoup de frustration et un peu d'insatisfaction. Mais donc, vous dites, de toute façon, ils collectent beaucoup de pubs, mais en pratiquant des tarifs sur lesquels on ne peut pas s'aligner. Deuxième... Non, mais alors, l'intérêt de YouTube, tout le monde le sait, surtout dans la musique, ça a été le cas. C'est une fenêtre incroyable sur le monde. Je ne vais pas revenir sur les avantages du digital. On est tous d'accord que c'est formidable. Et moi, je peux parler aussi de Netflix ou d'Amazon, avec qui on a des formidables rapports, qui font effectivement des productions de création française. Ça, grâce aux obligations, et qui mettent en avant notre répertoire. Mais c'est vrai qu'il y a une distorsion aujourd'hui. Je ne parle même pas, et ça je pense que Guillaume est mieux placé pour en parler, de toutes les familles d'annonceurs qui peuvent être présents sur des plateformes comme YouTube, alors qu'il y a des restrictions qui sont effectivement encore chez nos acteurs audiovisuels. Mais très sincèrement, oui, je pense qu'il y a une distorsion qui est due tout simplement à la masse, au volume incroyable que peut générer YouTube. Je ne dis pas que c'est de leur faute, je dis qu'ils en bénéficient et qu'automatiquement, il y a distorsion avec nos acteurs. Guillaume Charles et après Delphine. Non, sur la publicité, nous, c'est vrai on connaît bien le secteur, évidemment. Les croissances sont affolantes quand même sur le digital, parce qu'il y a YouTube, mais vous avez aussi Facebook, vous avez aussi les réseaux sociaux. Donc voilà, la manne publicitaire qui a été prise par ces acteurs-là, on le sait, c'est entre 80 et 90% de la croissance à chaque fois qui est prise par ces acteurs. Alors, c'est pris pour des questions d'efficacité, ça peut arriver, mais c'est pris aussi pour des questions de secteurs interdits dans lesquels on peut intervenir. La publicité locale, je sais que il y a la presse aussi qui est active sur ce domaine-là, mais aujourd'hui, l'intégralité de si jamais il y a plus de prospectus, etc. Enfin, on sait tous que c'est beaucoup sur le digital que iront ces énormes budgets qui peuvent être faits.
Aujourd'hui, nous, sur que ce soit la publicité segmentée ou dans le digital, on a des restrictions qui sont quand même très très fortes sur la capacité, je parle même pas en linéaire, je dirais même déjà en non linéaire, de pouvoir faire une publicité efficace et localisée. Donc ça, voilà, clairement, on n'est pas à armes égales. Moi, j'insiste beaucoup, je rejoins Cécile, sur le non linéaire. On a mis en place, je dirais presque collectivement sans s'associer, mais TF1+, M6+, France.tv, vous voyez quand même une ambition très forte de tous ces groupes audiovisuels locaux de digitaliser leur audience. Elle porte ses fruits. Si à l'inverse, on ne digitalise pas la monétisation, c'est-à-dire qu'on reste dans une faible croissance voilà, du secteur dans son ensemble, on va avoir un sujet, parce qu'on est en train de faire des investissements qui sont massifs. Ça se voit un peu sur les résultats des groupes. On est un petit peu moins rentable parce que justement on investit dans le digital. C'est très important qu'on libère aussi, en particulier sur le non-linéaire, les ressources pour qu'on puisse financer cette nouvelle croissance. Delphine ? Oui, non, moi je voudrais revenir sur le statut de YouTube, parce qu'il y a eu quand même un événement assez amusant l'autre jour, c'est que la patronne de YouTube a dit on est la première chaîne de télé en France. Moi je dis bonne nouvelle, hein, parce que du coup ils voulaient négocier leur convention avec l'autorité de régulation, ça va nous éviter d'avoir du porno pour les gamins de 9 ans, et puis peut-être qu'ils vont être obligés d'investir dans la création. Donc vive YouTube, la première chaîne française, c'est ce que je prône. Non mais voilà, quel est leur statut ? Aujourd'hui, ils sont hébergeurs, et que le sujet soit contesté, allez-y, Iris. Non, c'est ça, ça reste l'éléphant dans la pièce, on est bien d'accord là-dessus. Alors, peut-être un autre éléphant dans la pièce, ou un éléphanto, qui est l'intelligence artificielle, qui est en tout cas un de vos 7 sujets. Un mammouth. Qui est montant. Un mammouth. Ok, donc on complète le bestiaire. Cécile, Ouais. sur effectivement l'enjeu de l'IA, sur vos métiers de la création et de la diffusion. Là, je crois que c'est assez rare, mais on se retrouve avec une innovation, une rupture technologique, on peut appeler ça comme on veut, qui va tous nous concerner, alors même qui va concerner l'humain. C'est-à-dire que j'aimerais que ça s'applique à la création. On est en train de parler de tous nos métiers qui vont être révolutionnés, des gens qui vont d'ailleurs perdre leur travail parce qu'il n'y aura pas et qui seront remplacés par des nouvelles activités. Enfin, il va falloir s'adapter énormément. Nous, je le dis, et j'ai eu la chance d'avoir les Grands Prix SACEM lundi, et on a pu en reparler, et Madame la Ministre était là aussi, elle est à Bruxelles, elle est partie à Bruxelles justement pour parler de l'IA. Il y a quand même une chose unique qui est en train de se passer, c'est le pillage massif, sans précédent, de toutes les œuvres des créateurs humains. Ça n'est jamais arrivé. On est allé piller la tombe de Toutankhamon, enfin les pyramides, mais là, c'est le pillage massif de toute la culture humaine depuis sa création. Et sans aucune rémunération, aucune compensation de la part des IA qui le font et qui, pour exister, puisque le fondateur d'OpenAI le reconnaissait encore récemment, pour générer des contenus, les IA doivent se nourrir, c'est quand même pas mal comme nom, hein, nourrir, j'ai l'impression d'avoir un vampire, des œuvres qui ont été créées par les humains. Alors nous, l'ensemble évidemment des fondateurs de l'AFA, mais aussi évidemment l'ensemble de la création, on doit se mobiliser. Et j'aime à rappeler que oui, la France elle a un rôle à jouer particulier. On s'en est parlé d'ailleurs lors du lancement de l'AFA. Je remercie encore les députés, les sénateurs, les pouvoirs publics en France qui se mobilisent pour effectivement cette exception culturelle française qui peut être décriée par certains courants, mais qui au niveau mondial est une référence absolue. Et à chaque fois qu'il y a une disruption technologique, qu'il y a des nouveaux acteurs qui rentrent et qui peuvent effectivement chambouler la culture, déjà d'une part, arrêtons systématiquement d'opposer innovation et culture, on a toujours su s'adapter, toujours. Aujourd'hui, moi je vous dis, la musique, vous avez 150 millions de titres qui sont disponibles dans votre poche. Eh ben, on a des accords avec toutes les plateformes. On est capable, on est devenu la première société au monde de droits d'auteur, la SACEM. Donc voilà, donc, on ne peut pas faire mieux quand même de dire qu'on s'est adapté. Et le digital, effectivement, aujourd'hui, c'est l'une de nos plus grandes sources de revenus. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de préserver cet environnement tout en s'adaptant. Et la moindre des choses, c'est d'avoir une juste compensation de l'utilisation de nos œuvres. Donc nous, on demande 2 choses. On demande, pour que ça soit une IA vertueuse, pour reprendre un qualificatif, c'est qu'elle soit transparente et deuxièmement, qu'elle rémunère les créateurs. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se batte à Bruxelles,
évidemment, au niveau européen. Je vous dis que de nombreux collègues européens sont évidemment avec nous, vont se battre avec nous, mais que la France va avoir un rôle crucial à jouer. Et donc j'espère vraiment que... Et donc c'est une mécanique un peu comparable à celle des droits voisins. Enfin, c'est rémunéré sur les mêmes bases. En fait, il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Il va y avoir, en tout cas pour l'instant, c'est un peu... Tout ça est work in progress. Hein. Pour l'instant, une chose qui est sûre, c'est que d'utiliser les œuvres des créateurs, les créateurs ou les producteurs détiennent des droits. Et effectivement, il faut qu'il y ait des licences qui puissent être octroyées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des licences directes. Et ça reste un droit exclusif. En revanche, est-ce qu'il y a quelque chose à imaginer sur ces nouveaux contenus qui vont être générés et qui ne seront pas des contrefaçons ? Parce qu'être inspiré, d'inspirer, à la fin, on n'est pas dans de la contrefaçon. Mais est-ce qu'effectivement, si demain, tous ces contenus doivent finalement remplacer les humains, il n'y a pas un mode de compensation à trouver aussi? Mais on est déjà sur les licences. Si déjà nous étions rémunérés tous qui sont là, et je parle aussi des journalistes, je parle de tout le monde, à chaque fois qu'effectivement on se fait aspirer par une IA pour qu'elle puisse s'entraîner, ça serait déjà un premier combat. Merci beaucoup. Non, je voudrais juste préciser, en dehors de la question de la rémunération, on a déjà travaillé avec la SACD pour trouver aussi des encadrements juridiques, notamment dans les contrats d'auteur, parce qu'il faut qu'on se protège mutuellement. Les auteurs, pour ne pas être spoliés, effectivement, donc il y a le opt-out pour lequel on a opté. Et puis, il y a aussi le fait qu'en tant que producteur, il faut qu'on soit sécurisé sur le fait que le projet que nous propose un auteur, spontanément, ne soit pas aussi le fruit d'une IA. Enfin, c'est d'une complexité qui est... Surtout avec quelque chose qui est mondial, où à Singapour Absolument. Et au Japon, tu ne vas pas avoir la même réglementation. Absolument. Je peux dire un truc, Philippe, important. Je termine juste là-dessus. Je veux dire que je suis vraiment très heureuse qu'on ait fondé l'AFA, mais je suis aussi très heureuse qu'on accueille de nouveaux acteurs. Nous, à la SSM, on a la musique, évidemment, mais on a plein de réalisateurs de flux. On a beaucoup d'auteurs de textes, d'humoristes qui sont dans le flux. Et je crois que ça y est, nous avons les nouveaux acteurs du flux, les acteurs du flux qui nous rejoignent. Ça a déjà été annoncé le 13 novembre. Oui. participe à la création au même titre que la fiction, que c'est on fait travailler énormément de gens et que je trouve, et je te remercie Cécile de le mentionner, nous sommes importants pour la filière et que je trouve ça surprenant que nous n'ayons pas été, en tout cas, et vous savez très bien puisque le SPECT, qui est notre syndicat, s'est exprimé là-dessus. Donc, je profite que vous soyez tous là et félicitations pour votre initiative, mais il y a quand même de la frustration de... Pardon, je vais... Alors, Alexia, juste, on a dit dès le Alexia, lancement... Vous pourrez non, mais je voudrais pas... j'aimerais juste, par respect notamment pour Colline Oui, Demès, mais je réponds quand même, c'est une garder un interpellation peu de la fin. le contrôle du temps. Non, pardon, Delphine. Olivia, vous compléterez tout à l'heure. Alexia, non, pardon. je suis désolée, on parle de l'AFA, je réponds au SPEC, j'en ai pour une seconde. Ah non, il ne faut pas exagérer. Non, tu as raison, le SPEC a toute sa place, et d'ailleurs, dès la conférence de presse d'ouverture, nous l'avons dit. Rodolphe, dans son discours introductif, a dit le SPECT a candidaté, il sera bien sûr, il fera partie de l'AFA. Donc il n'y a aucune ambiguïté. Après, l'AFA, elle s'est constituée assez vite. On l'a annoncé à La Rochelle. Tout le monde pouvait venir dès le début. Tout le monde s'est pris parfois un peu à la fin, mais on a rectifié dès la conférence inaugurale. Donc Delphine, pas de souci pour le flux. Vous me l'avez retiré de la bouche. J'allais préciser que le 13 a été indiqué que Arte et le SPECT étaient les entrées d'Arte et du SPECT étaient d'ores et déjà actées. Écoutez, on a dépassé le temps qui nous était imparti. Un mot, juste vraiment en une phrase, chacun se voulait un mot de conclusion. Non, Guillaume, c'est bon? Si, allez. Nous aussi, on a pris le train un peu en retard, donc je la rassure, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas actif dans l'AFA. Et non, voilà, donc nous, je pense que vous avez compris tous les messages et qu'il faut aussi combattre à armes égales avec les éléphants. Iris, en un mot. Merci pour cette initiative. Merci à Rodolphe, merci à Delphine, parce que pour nous, les producteurs, c'est absolument extraordinaire de pouvoir se battre ensemble. Moi, je suis assez agréablement surprise du succès de l'AFA.
D'ailleurs, l'intervention d'Alexa en témoigne. On a beaucoup de demandes et je trouve que ça va renforcer en fait la filière. Donc c'est extrêmement positif, cet engouement de l'ensemble de la filière pour la filière. Voilà. Dans un moment de fracture sociale très fort, ensemble, faisons vivre la culture. Merci.